Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Commençons tout de suite par les actualités sociales. Du 26 novembre au 3 décembre prochain, la campagne santé de proximité pour tous, organisée par l'association FIDI, le ministère de la Santé publique et l'OMS, parcourra les 6 arrondissements de la capitale et le district d'Avaradjan. Cette caravane médicale qui s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme en est à sa 3e édition pour l'année 2024. Le lancement officiel s'est tenu ce jour dans le 4e arrondissement en face du Palais des Sports de Mamas. Lancée en 2019 avec un seul véhicule, la caravane médicale a depuis effectué 28 campagnes et couvert de nombreuses régions de Madagascar grâce à ses cliniques mobiles. L'objectif principal est d'offrir des soins gratuits aux populations vulnérables. Le rôle actif de la première dame, Mial Razouel, dans la sensibilisation, notamment à travers des campagnes de vaccination, a grandement facilité le travail des professionnels de santé sur le terrain, selon leurs témoignages. Actuellement, ces campagnes font partie intégrante de la politique générale de l'État, permettant des résultats concrets. À ce jour, 480 000 bénéficiaires ont été pris en charge dans tout le pays, dont 60 000 uniquement pour les 2 éditions de la caravane médicale organisée cette année, explique le professeur Zéli Harvey Loranjamanatan, ministre de la Santé publique. Du 26 novembre au 3 décembre, la caravane parcourra les 6 arrondissements de la capitale et le district d'Avaradjan. Auparavant, ces initiatives avaient ciblé principalement les régions éloignées. Cette édition s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme lancés hier à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, d'après la première dame, Mial Razouel. Selon elle, ces actions visent à offrir un meilleur accès à la santé pour tous, particulièrement aux plus vulnérables. Une vingtaine de stands sont installés dans le cadre de cette campagne de santé de proximité. Ils proposent divers services de santé, notamment des soins pour la mère et l'enfant, la santé bucco-dentaire, l'ORL, l'ophtalmologie, le dépistage du VIH et de l'hypertension et du diabète, des conseils pratiques et des sensibilisations sur la planification familiale. Et puis, 60 jeunes handicapés ont été dotés de kits de démarrage et de certificats aujourd'hui après avoir suivi une formation auprès du Centre national de formation professionnelle pour les personnes handicapées à Panjinumbi. Ces jeunes nouvellement formés pourront intégrer immédiatement le monde du travail. Certains pourront travailler en tant qu'indépendants et d'autres travailleront ou effectueront un stage dans des entreprises. Préparer le citoyen à participer au développement du pays, y compris les personnes en situation de handicap, afin qu'ils puissent par la suite bénéficier d'un emploi décent. Telle est la mission du Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap. Et avec l'appui de l'Organisation internationale du travail, 67 personnes vivant avec un handicap ont terminé une formation sur les activités génératrices de revenus aujourd'hui et pour les soutenir dans leur processus d'autonomisation, des kits de démarrage en pâtisserie, cuisine, coiffure, couture, tissage et informatique leur ont été distribués. Employabilité et autonomisation économique des personnes handicapées figurent parmi les objectifs prioritaires des parties contractantes, souligne la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour cela, le ministre a invité les partenaires et les bailleurs à multiplier ces actions afin que les personnes en situation de handicap ne soient plus laissées de côté, mais participent activement à la vie économique du pays. Une discussion entre les 2 ministères, à savoir le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la fonction publique, avec le groupement des entreprises, concernant l'accueil de ces jeunes handicapés dans des entreprises a eu lieu, afin qu'ils ne soient pas un fardeau dans la société. Certains travaillent immédiatement et d'autres suivent un stage auprès des entreprises.
L'OIT, pour sa part, a confirmé son soutien à Madagascar pour la promotion du monde du travail pour toutes les classes de personnes sans discrimination. Le Confort, l'association des écoles et des enseignants en tourisme à Madagascar, en collaboration avec le ministère du Tourisme, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Enseignement technique, a organisé un atelier de bilan et de perspective sur l'enseignement dans le secteur du tourisme. L'objectif est d'améliorer les prestations touristiques afin de pouvoir accueillir les 1 million de touristes en 2028. Les détails. Accueillir 1 million de touristes nécessite une préparation conséquente ainsi que des compétences et une expertise. Outre les nombreuses initiatives déjà mises en place par l'État via le ministère du Tourisme et de l'Artisanat pour attirer les visiteurs, des formations spécifiques sont également dispensées aux acteurs du secteur. Hier, une session a été organisée à l'intention des membres de l'association Confort. Selon Alain Radona, le président, la dernière formation a eu lieu lors de l'ITM 2015. Or, il est important de suivre des formations car les demandes évoluent. La formation est essentielle dans ce domaine. Il est nécessaire d'harmoniser les compétences pour relever les défis du secteur, soutient la ministre Viviane Dewa. Toujours selon elle, beaucoup de jeunes s'intéressent au tourisme, mais sont freinés par des contraintes financières ou l'absence de centres de formation dans leur région. De nombreux partenaires collaborent avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat pour la formation des acteurs du secteur, notamment le FMFP, l'OIF et l'organisation Artisans sans frontières, entre autres. Dans les actualités également, après Maurice, c'est au tour de l'Union africaine d'apporter son aide à Madagascar pour se redresser face aux conséquences du passage des cyclones. Après l'appel à l'entraide, l'Union africaine a remis un don de 200 000 $ à Madagascar aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Ce don sera remis au BNGRC. Natera Gutmav, Nzara Ranjansu. Les dégâts causés par le passage des cyclones à Madagascar chaque année sont énormes. Souvent, avant que les villes ne se redressent, une autre cyclone y passe déjà. Cette année, par exemple, 440 240 sinistrés ont été recensés lors du passage du cyclone Gamané en avril dernier, dans la partie nord de l'île. Les cyclones Alvaro et Freddy ont également laissé des séquelles majeures dans d'autres districts de la partie sud-est de l'île entre fin 2023 et 2024. D'autres pays, comme l'île Maurice, ont déjà répondu à l'appel au soutien lancé par Madagascar cette année. Aujourd'hui, c'est l'Union africaine qui a répondu avec un don de 200 000 $ remis au ministère des Affaires étrangères malagasy. Madagascar, depuis plus d'une décennie, s'est doté d'une politique nationale de lutte contre le changement climatique, ou PNLCC. Cette politique vise à promouvoir un développement durable et renforcer notre résilience face au dérèglement climatique. Alignée sur la Convention cadre des Nations Unies et le protocole de Kyoto, cette politique structure des actions concrètes en matière d'adaptation, d'atténuation, de préparation et de réponse aux risques. En appui, plusieurs structures ont été mises en place, à l'instar du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, le Fonds national de contingence et un système d'alerte précoce. Aujourd'hui, à travers vous, l'Union africaine nous démontre que Madagascar n'est pas seule dans son combat, ni dans ses efforts pour renforcer sa résilience. Permettez-moi ainsi de vous adresser, au nom de son Excellence M. Al-Jazouine, président de la République de Madagascar, au nom du gouvernement malagasy et de tout le peuple malagasy, de remerciements les plus sincères pour le geste de solidarité dont l'Union africaine nous fait témoin aujourd'hui. Madagascar est actuellement en pleine préparation pour faire face à la saison cyclonique 2025 à travers le Bureau de gestion des risques et des catastrophes ou BNGRC. Si les villes détruites par le cyclone se rétablissent lentement, on peut envisager d'utiliser ce don pour la préparation aux éventuels dégâts cycloniques de l'année prochaine, a déclaré aujourd'hui le directeur général du BNGRC. On sait que 18 pays d'Afrique ont reçu ce genre d'aide de la part de l'Union africaine. Ce geste
qui vient à Madagascar est également en train d'être fait envers d'autres peuples d'Afrique qui ont subi la même chose. Donc pourquoi Madagascar? Bien entendu parce que c'est un pays africain. C'est des Africains, des Africaines qui sont en train de souffrir. Et dans un élan de solidarité, et c'est ça l'essence même de l'Union africaine, notre organisation doit nous mener vers cette solidarité. D'autre part, les représentants de l'Union africaine iront à Mbilbé pour constater la situation. Ils saluent l'expérience de Madagascar dans la gestion des risques et des catastrophes et demandent au BNGRC de former les acteurs burundais dans le secteur. Et puis l'association économique Madagascar-Japon, ou AEMAJA, organise la semaine économique entre le Japon et Madagascar aujourd'hui et demain à la gare Souarane. Il s'agit d'un événement axé sur les relations économiques entre les deux pays, mais aussi pour se préparer au prochain sommet TICAD 9 en 2025. Dans la foulée, l'AEMAJA veut se positionner en tant que chambre de commerce mixte au Japon pour promouvoir cette relation économique entre les deux pays. Une bonne relation économique existe déjà à travers l'appui du Japon aux différentes infrastructures à Madagascar. Toujours un reportage de Natera Koudmaaf et de Nzara Ranjiansou. L'association AEMAJA, ou Association économique Madagascar-Japon, sera le lien entre Madagascar et le Japon en matière de relations économiques. Cette dernière se transformera en chambre de commerce mixte au Japon en 2025. Les échanges d'expériences et d'expertise, mais surtout le renforcement de la relation économique basée sur les trois piliers de la politique générale de l'État sont les objectifs de cette association. Elle préparera aussi la participation de Madagascar à la TICAD 9 en 2025. Les domaines de collaboration entre Madagascar et le Japon portent sur de nombreux projets, dont le plus grand en cours actuellement est l'extension du port de Tuamasen. Ces projets concernent également l'approvisionnement en eau potable ainsi que l'assainissement et l'hygiène, selon les explications du ministre de tutelle aujourd'hui. Nous avons un projet de renforcement de l'approvisionnement en eau de la ville de Tuamasen avec plus de 90 000 litres d'eau par jour afin de répondre aux besoins de la population et pour anticiper les éventuels problèmes. Nous avons aussi le projet de transformation des déchets au niveau d'Anjalanch et d'autres projets dans d'autres domaines, ajoute le ministre de l'eau et de l'assainissement, ainsi que l'hygiène aujourd'hui. L'AEMAJA organise aujourd'hui et demain à la gare Souarane la semaine économique afin de présenter ses activités pour l'année 2025. La 8e édition du Salon de tourisme et la première édition du Salon de l'artisanat, organisée au stade Barea de Mamassen, ont été couronnées de succès selon les opérateurs ayant participé à l'événement. Malgré de fortes pluies ayant perturbé certains stands, les acteurs du tourisme et les artisans ont pu faire connaître leurs offres. L'une des attractions majeures pour les visiteurs a été les voyages organisés d'après les explications. Par ailleurs, de nombreux étudiants ont montré leur intérêt pour l'univers du tourisme et de l'artisanat tout au long des 3 jours de l'événement. Et en politique à présent, les cartes électorales destinées aux citoyens ayant obtenu une ordonnance judiciaire leur permettant d'être inscrits sur la liste électorale pour l'élection prévue le 11 décembre prochain seront disponibles dans les CED à partir du 30 novembre, selon le directeur des systèmes d'information du CENI, de la CENI. Par ailleurs, des cartes électorales non encore récupérées sont toujours disponibles dans les Fouktan pour ceux inscrits sur la liste électorale avant le 15 mai 2024. C'est Enran Irland pour plus de détails. La liste électorale annuelle a été définitivement clôturée le 15 mai 2024. Ainsi, ceux qui n'y figuraient pas ne pouvaient ni voter aux élections législatives précédentes, ni participer aux élections municipales et communales à venir, sauf en obtenant une ordonnance du tribunal autorisant leur inscription tardive. Ces ordonnances seront soumises à la CENI au niveau des districts avant le 30 novembre 2024, afin de permettre l'impression des cartes électorales et leur inclusion sur la liste électorale.
Quant aux cartes électorales déjà imprimées, elles sont disponibles dans les Foukoutane pour les électeurs inscrits avant la clôture du 15 mai 2024. La CENI rappelle que seuls les tribunaux de première instance ont le pouvoir d'ordonner une modification de la liste électorale déjà clôturée. Et puis le candidat numéro 1, présenté par la plateforme Irmar à Tiroun Mandid, Mananzara Adzaon, est déterminé à poursuivre les projets déjà entamés et à en lancer de nouveaux pour le bien-être de la population. Il condamne les pratiques de dénigrement faites par certains. Jean-Claude Ndjamalal. Le candidat numéro 1, présenté par la coalition Irmar, Mananzara Zona, n'est plus à présenter aux habitants de Tiroun Mandid, chef-lieu de Bunglav. Reconnu pour son mandat exemplaire, il brigue un 3e mandat de maire lors de cette élection. Jeune et dynamique, il a mis son expérience au service du développement de Tiroun Mandid, tout en favorisant l'unité au sein de la commune. Il a déclaré qu'il ne perdrait pas son temps à critiquer ses concurrents, car son objectif unique reste le développement de Tiroun Mandid. De nombreuses associations et partis politiques soutiennent le candidat numéro 1 de la coalition Irmar à Tiroun Mandid. Selon ses partisans, leur soutien est motivé par leur désir de privilégier l'intérêt de la ville en mettant de côté les rancunes politiques. Le candidat numéro 1 appelle tous ses partisans à voter pour lui le 11 décembre prochain. Dans les actualités internationales, le procureur spécial en charge du dossier contre Donald Trump dans l'affaire d'ingérence électorale lors de l'élection de 2020 a recommandé l'arrêt de poursuite contre le président élu. Une demande qui a été approuvée par la juge Tanya Chutkan. Par ailleurs, Jack Smith a renoncé à poursuivre le milliardaire pour rétention de documents classifiés. France 24. Certains le voyaient déjà derrière les barreaux, mais rien ne peut désormais empêcher Donald Trump de retourner à la Maison-Blanche. Lundi, le procureur spécial Jack Smith a recommandé l'arrêt des poursuites contre le futur 47e président des États-Unis. Et ce, dans 2 dossiers explosifs, les tentatives illégales d'inverser les résultats de l'élection de 2020 et la rétention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche en 2021. Des affaires qui s'évaporent en vertu d'une politique adoptée il y a plus de 50 ans par le ministère de la Justice, celle qui consiste à ne pas poursuivre un président en exercice. La décision prise aujourd'hui par le ministère de la Justice met fin aux affaires fédérales inconstitutionnelles engagées contre le président Trump et constitue une victoire majeure pour l'état de droit. Une fois de retour à la Maison-Blanche, Donald Trump pouvait de toute façon nommer un nouveau ministre de la Justice ou ordonner à son ministère d'abandonner les poursuites contre lui. La juge Tanya Chutkan a validé l'arrêt des poursuites contre Trump pour ingérence électorale. L'équipe de Jack Smith avait demandé la fin des poursuites sans préjuger de la suite des événements. Le républicain pourrait donc être à nouveau poursuivi après son 2e mandat. Le cabinet de sécurité israélien doit se prononcer sur un cessez-le-feu dans la guerre contre le Hezbollah libanais, a indiqué un responsable. Les États-Unis affirmant qu'un accord était proche. France 24. Alors ce que l'on sait effectivement, comme vous l'avez dit, c'est qu'il s'agit d'une trêve de 60 jours. Durant cette trêve, il y aura un retrait progressif des forces armées israéliennes qui se situent au sud Liban, un retrait total vers la frontière. Il n'y aura pas de zone tampon comme le voulaient les Israéliens au départ, mais il y aura un redéploiement à la fois de l'armée libanaise, mais également des forces de l'ONU, de la FINUL, tout cela sous surveillance des États-Unis et une implication qu'on ne connaît pas exactement, dont on ne connaît pas exactement la nature, mais une implication de la France dans ce mécanisme de surveillance. Les Libanais, d'autre part, doivent s'engager à donner le monopole de la violence à l'armée libanaise et non plus ce partage avec le Hezbollah qui a cours depuis plusieurs années. Le Hezbollah n'aura plus le droit d'importer des armes. En tout cas, l'État libanais devra veiller à ce que le Hezbollah n'importe plus d'armes et ne s'impose plus comme une armée alternative au Liban. C'est en tout cas ce qui figure dans l'accord. Les Israéliens se réservant le droit d'intervenir si ils jugent que leur sécurité est menacée ou que le Hezbollah
tentent de se réarmer au sud Liban. C'est en gros la teneur de l'accord de cessez-le-feu qui devrait être signé aujourd'hui. Aujourd'hui, il va y avoir une réunion du cabinet de sécurité israélien qui est une forme de conseil des ministres restreint autour de Benjamin Netanyahou. Il va devoir décider si oui ou non il valide cet accord, mais cet accord a déjà été validé d'une certaine manière par Benjamin Netanyahou, qui a la haute main sur les affaires de sécurité du pays. Et la plupart des ministres de ce cabinet restreint ont déjà fait savoir qu'ils suivraient le Premier ministre dans cet accord de cessez-le-feu. Il y a néanmoins des oppositions au sein du gouvernement israélien, notamment venant de l'extrême droite, d'Itamar Ben-Gvir, le ministre de la police, qui considère que cet accord n'est pas bon, qu'il faut continuer pour, dit-il, éradiquer complètement le Hezbollah. Cette position est partagée par beaucoup d'élus du nord d'Israël. Vous savez que la plupart des habitants du nord d'Israël, de la frontière nord, ont dû fuir leur domicile depuis le 8 octobre, depuis que le Hezbollah a débuté ses attaques contre le nord du pays. Et eux, ils considèrent également qu'il faudrait poursuivre cette guerre contre le Hezbollah. Mais malgré ces oppositions, on estime ici en Israël que l'aval définitif devrait être donné aujourd'hui à cet accord de cessez-le-feu. Et pour terminer, des milliers de partisans de l'ex-premier ministre Imran Khan avancent tôt aux portes d'Islamabad pour réclamer la libération de leur champion sous les grenades lacrymogènes et les balles en caoutchouc de la police déployée en masse, ont constaté des journalistes de l'AFP. France 24. À l'approche d'Islamabad, la colère des manifestants se fait plus vive encore que la veille. Qu'importe les tirs de lacrymogènes et de balles en caoutchouc en provenance des forces de l'ordre mobilisées en masse, ces milliers de Pakistanais réclament à corps et à cri la libération de leur champion Imran Khan. Nous sommes unis pour Imran Khan, prêts à tout sacrifier. Nous sommes prêts à sacrifier nos vies et nos moyens de subsistance pour lui. Nous sommes confrontés au gaz lacrymogène de la police depuis hier soir jusqu'à maintenant. Mais nous n'avons pas arrêté. Nous sommes sortis en raison d'un dernier appel d'Imran Khan. Il est le seul à pouvoir sauver le pays. Et nous ne reviendrons pas avant sa libération. Et si Dieu le veut, nous le libérerons. Le chef du parti PTI, ancien Premier ministre de 2018 à 2022, est désormais emprisonné depuis plus d'1 an. Poursuivi pour des affaires de corruption ou de manifestations violentes, il cumule plus de 150 chefs d'accusation à son encontre. La semaine dernière, la Haute Cour d'Islamabad a qualifié ces manifestations récurrentes d'illégales. Et ce lundi soir, le ministre de l'Intérieur s'est lui rendu sur le lieu de rassemblement des contestataires avec un message à leur attention. Quiconque arrive ici sera arrêté à coup sûr. Vous nous verrez ici avec une stratégie différente. S'ils viennent ici, nous ne les laisserons pas partir. C'est très clair. Face au risque de violence, la diplomatie américaine a exhorté lundi soir les protestataires à manifester pacifiquement et demandé aux autorités pakistanaises de respecter les droits humains et les libertés fondamentales. Et ainsi s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Et comme tous les mardis, restez avec nous tout de suite après l'émission Nizouk, présentée par CN Ranirland. Au revoir et bonne soirée sur Viva.